31 août. Je reprends la thématique du voyage au bout de soi pour parler du bilan. Bien sûr, 31 août, quelque part ça appelle aussi à faire un bilan. Et à chaque fois, à la fin de quelque chose, il y a cette envie-là. Mais il y a aussi faire un bilan et faire aussi une sorte de programme pour le mois à venir. Quand on fait un bilan, on pourrait dire, là je fais un bilan de toute ma vie jusqu'à cet instant. Et puis après, une fois que j'ai fait un peu la présentation des éléments les plus importants ou les plus déterminants, je passerai un peu à l'établissement des visions, des projets, etc. Souvent, on réalise que la première partie de ce plan, le bilan, c'est souvent parce qu'il y a un problème. On fait le bilan qu'à partir du moment où on sent qu'on veut un peu reprendre le contrôle. Le bilan personnel n'est pas obligatoire. On n'est pas dans un rapport, je veux dire, qui nous obligerait à présenter des bilans réguliers de l'activité, etc. Parce que cela permet de contrôler ce qui se passe, les rentrées, les gains, etc., l'activité, et par de la même, lui, appliquer, comment dire, la fiscalité correspondante. Le bilan qu'on fait est une sorte d'exercice, un peu, bon, pas esthétique, mais on peut le rendre esthétique, on peut le rendre un peu manière de, oui, tant qu'à faire, j'étais parti pour m'autocritiquer, et voilà que je ne fais que me glorifier par tel ou tel acte, par telle ou telle position, par telle ou telle pensée. Ouais, je fais. À la fin, je suis devenu un être à part. Non, il s'agit voyage au bout de soi. Voilà quelque chose qui peut aussi faire penser à la question. Bien sûr, cette thématique du voyage au bout de soi, le traitement du bilan ce n'est pas une première. Mais on peut toujours un peu reprendre un thème qu'on a déjà traité et l'inclure dans quelque chose autre. Mais j'avais pensé un peu il y a 2 jours à cette histoire de bilan, puis hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, j'ai pensé à cette histoire. Qu'est-ce qui fait la différence entre le vivant et le mort? Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui a disparu et celui qui existe encore, mais qui peut très bien avoir cette impression d'être une sorte de disparu, une sorte d'absent? Bien entendu, et comment dire, il y a des éléments, un peu la volonté de rationaliser les choses, de réduire l'impact des choses, de prendre de la distance. Je souffre d'une chose qui n'est en fait pas rationnelle, qui n'est pas logique, c'est juste un besoin de me retrouver avec mes semblables. Et ce besoin, je peux m'en émanciper. Mes semblables ne me manquent pas.
a priori, il me manque, mais sans me manquer, ou il me manque, mais j'arrive à vivre sans. Je pourrais dire, j'en ai fréquenté tellement, j'ai entendu de leur part toutes sortes de choses, et maintenant, je peux dire, mais c'est fini. C'est fini, j'ai de quoi faire pour le restant de mes jours, même si je devais vivre très vieux. Je me suis libéré de ce besoin naturel. Aujourd'hui, je dispose de mon temps, la chose la plus précieuse. Je peux en faire ce que je veux. Ce que je veux. Je peux me lancer dans les entreprises que je veux. Je peux émettre, évidemment, seul, je peux émettre toutes les idées que je veux. Je peux exercer une sorte de règne absolu. Encore que, bien entendu. Et voilà, donc, ces histoires qui... donc, est-ce qu'il est possible de mettre ensemble la question du bilan et la question de la vie et de la mort d'une personne? Pourquoi l'idée de mort est présente? Elle est présente parce que, je ne sais pas, quand on est un peu moins âgé, les histoires de mort ne nous intéressent pas tant que cela. D'ailleurs, quand on est jeune, les gens, et pendant ma jeunesse, les gens qui meurent aujourd'hui ou qui sont morts hier, ils étaient encore bien vivants. Donc, ces gens, les gens qui mouraient, c'était les gens que je n'avais pas connus. Donc, je ne sais pas si un tel acteur qui a fait sa carrière dans les années 30, s'il est 40, s'il est mort dans les années 80, je ne sais rien, aux années 70, il ne me dit rien. Je ne sais pas. Et puis, évidemment, le cinéma, c'est une histoire qui ne s'arrête jamais. Donc, quelque part, on peut n'avoir jamais connu une personne de son vivant, puis la retrouver quand même dans des films qui tournent sans cesse. Rému, par exemple, est un exemple significatif, et puis d'autres, je ne sais pas, des réalisateurs, etc., des écrivains, peu importe, des gens qui sont connus, plus que le reste des autres, le reste des mortels. Voilà une personne qui meurt, puis puisque la fréquence des départs se fait plus importante. Voilà, c'est un effet subjectif. C'est une subjectivité qui veut ça. Donc ce n'est pas objectif. Objectivement, les choses se passent comme elles se sont passées depuis toujours. Il n'y a pas manière de s'inquiéter, il n'y a pas manière, il n'y a pas, je veux dire, matière, il n'y a pas de raison de partir dans des considérations catastrophistes ou autres. Il y a à regarder les choses à partir d'une certaine distance. Ça se passe. Comme cela s'est passé il y a déjà bien longtemps. Aujourd'hui on est debout, demain on est couché, et c'est bon. Il n'y a pas de quoi, se sentir, comment dire, dans une quelconque situation particulière où il n'y a pas... C'est comme ça. D'ailleurs, il y a une chose à laquelle je me suis éveillé, c'est cette histoire du rapport au corps. Nous avons un rapport qui change. On ne peut pas dire qu'il évolue parce que à l'idée d'évolution est accrochée une vision, un certain perfectionnement.
Là, évoluer dans ce sens-là, ça n'a pas de sens. On dévolue, on se, on se sépare de quelque chose, on va vers le moins, on va pas vers le mieux. Donc oui, le corps change. Et on se rend compte que les choses se sont déroulées sans qu'on y fasse attention depuis toujours. Voilà que ben, elle se déroule plus comme avant. Et voilà mon dos qui commence à se courber. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est qu'un détail, qu'un aspect. Évidemment, il y a le reste. J'ai du mal, je vais avoir du mal à lever mon corps, à le soulever. Un jour, je sais pas, dans quelques temps, je dirais, oui, j'en ai marre de ce corps. De partout, dès quoi que je fasse, assis, debout, je souffre. Je me sens, je me sens pas bien dans ma chair. Ce corps, et puis ça prendra un certain temps, puis au bout d'un moment, je dirais, il vaut mieux que ça s'arrête. La mort, elle nous sauve un peu de ce sentiment de ne plus pouvoir porter ce corps, de pouvoir le supporter. Donc ça vient un peu dans une certaine... En général, ça vient comme ça, d'une sorte de progressivité, tout à fait, j'allais dire, linéaire, tout à fait progressivité douce, sans heurts, sans... Voilà la différence, donc l'être mort et vivant. Un coup vivant, on veut le dire plus fort, le proclamer très haut, vraiment parce que parce on a les moyens, j'ai encore les moyens de rendre un peu, de me souvenir, cette capacité à me souvenir de certaines personnes qui sont mortes. C'est une manière, j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, que je leur fais plaisir en me souvenant d'eux ou d'elles. Je leur fais. Donc, tant que je suis là, elles ne sont pas tout à fait mortes. Voilà ce qui fait un peu, en partie, la différence entre l'être mort et l'être vivant. Après, l'histoire de Bilon, c'est une histoire un peu particulière. Évidemment, il faut avoir le corps bien vigoureux pour pouvoir s'y attaquer. C'est pas n'importe quelle affaire, c'est pas n'importe quelle histoire. Un bilan de presque 60 ans. Comment peut-on le concevoir? Comment peut-on l'organiser? L'être humain est un être qui n'est pas stable. Il suffit d'un petit stimulus. Objectivement, un stimulus ridicule, insignifiant. Et pourtant, ce stimulus va agir sur toute la vision des choses qu'on aura par la suite. Pendant, je ne sais pas, pendant un temps indéfini. Voilà un stimulus. Vous faites semblant de l'ignorer, sur le moment, peut-être ça ne vous fera pas, sur le coup, mais ça colorera, voilà, et ça, votre récit, vos impressions, d'une façon presque indélébile, d'une façon, ça a un fort pouvoir colorant, ça a un fort pouvoir influençant. Ça réoriente. Donc je ne peux pas
quand j'ai pensé au bilan il y a 2 jours, eh ben, c'est plus moi, c'est plus exactement moi. Et il y a un élément nouveau, insignifiant, mais quand même, qui a fait, qui a fait son effet. Donc le bilan, on a envie, parce que cet élément, en partie, ce qu'il a impliqué, c'est une volonté de revanche. Et encore, cette volonté de revanche, cette volonté de se prendre en main, a refait surface. L'envie de faire mieux, de ne pas être défait, de ne pas être battu, de ne pas se résigner, de ne pas déclarer forfait, de ne pas abdiquer. Voilà la chose. Là, ce sont des mots. Quand je parle d'intégrer, souvent je parle d'intégrer ce qui vient de l'extérieur, un peu une sorte de cycle retour des choses un peu habituelles. Voilà l'hélicoptère qui se manifeste le jour de défilé des gilets jaunes. Voilà, je pense que c'est celui-là. Mais là, il ne fait que passer. Normalement, il stationne sur place. Là, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, ça me rappelle que c'est samedi et qu'il y a un défilé des gilets jaunes et que normalement, ils sont suivis par un hélicoptère qui les surveille, je veux dire, au fur et à mesure de leur activité. Quelque part, il y a des choses qui peuvent s'inscrire un peu dans la durée, tout en étant un peu différentes à chaque fois. C'est vrai qu'il n'y a pas la capacité à produire quelque chose qui puisse être facile à identifier, quelque chose sur un thème précis et qui permettrait de se distinguer et prendre un élément, soit de sa vie, soit de sa réalité sociale ou culturelle, et le mettre en vedette par des mots, soit par des mots un peu créatifs, soit par des mots, tout ce qui est de plus analyste, tout ce qui est de plus conventionnel, voilà, telle chose comme ça. Ça permet, voilà, c'est la façon de faire traditionnelle, alors que ma façon à moi n'est pas, pour l'instant, est une façon qui n'a pas trouvé sa place. L'oral n'est pas consacré comme une façon de s'exprimer ou de créer ou d'analyser, de réagir. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est minoré. Espérons que ça ne le restera pas. Voilà le bilan. Il y avait collé à ce terme de bilan le terme d'inventaire. Voilà. Bilan, inventaire, fondamentalement, ça semble un peu identique, et c'est vrai. Entre ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait, entre ce qu'on avait, ce qu'on a mis à notre disposition, et ce dont nous avons fait. Avons-nous bien agi? Avons-nous respecté le contrat? Avons-nous bien fait notre travail? Avons-nous bien agi? Avons-nous respecté nos engagements? Ou avons-nous
plutôt trahi. Trahi, dévié. Ce qui est particulier, c'est qu'on parle de déviance dans quelque chose qui prend beaucoup de temps, qu'un mandat électif. Bon, ça prend du temps. Ça prend un temps quelquefois très long. Et ça peut commencer très doucement et jusqu'au moment où ça arrive à devenir vraiment très important. C'est cette série un peu d'abandon, cette série de renonciation, cette série un peu aussi cette tendance que nous avons à céder à quelques-uns de nos penchants. Je m'accorde une liberté que je n'ai pas. Je jouis de quelque chose dont je ne dispose pas vraiment. Je suis très, comment dire, très, j'ai oublié le terme. En fait, je me pardonne facilement. Je ne cesse de me trouver des raisons et des justifications, etc. etc. Je pratique l'auto-absolution, je pratique l'amnésie, je pratique tout. J'efface les choses au fur et à mesure qu'ils apparaissent, voilà, ou qu'elles se déroulent. Alors vivons à moitié, un quart, un tiers, à 15%. Comme ces histoires qui disaient que nous utilisions que 10% de notre capacité cérébrale, ouais, ça paraissait intéressant. Surtout ça impliquait de lire un livre, un pavé, quelque chose à laquelle j'ai renoncé sans regret, évidemment, jusqu'à aujourd'hui. La dianétique, non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai eu le livre entre les mains, je l'ai sous-pesé. Ça m'avait l'air, je crois que c'était un truc doré. Un peu comme cette collection de livres d'un des dirigeants de la Corée du Nord que j'ai eu entre les mains et à laquelle, évidemment, je n'ai prêté aucune attention, comme de bien entendu. Et fondamentalement, voilà, c'est vrai quand on prend par exemple, c'est pas qu'on devienne bête, mais quelquefois on se retrouve un peu face à soi-même, on est étonné par notre incapacité à utiliser ce que nous avons déjà. On devient... Alors, on se rend compte, là, c'est quelque chose dont nous nous rendons compte. Mais imaginons des choses qui nous échappent totalement. Il y a un savoir, appelons-le comme ça, un savoir qui est à notre disposition. Et ce savoir, je ne sais pas, à un moment il nous devient extérieur, totalement extérieur. Pourtant il suffisait de faire un petit effort, de pousser un peu sur le levier de vitesse pour arriver à en être le maître. Et puis ça nous échappe. Alors j'imagine les choses donc qui nous échappent sans que nous ne puissions jamais les évaluer ou les ressentir. C'est ça l'intérêt de ce type d'exercice, c'est qu'on y voit un peu on entend un peu ce que fait le cerveau et le corps, comment dire, et le lieu, le centre d'où partent les mots,
on voit un peu la difficulté, comment en fait finalement on, on, on dit un peu des choses assez quelconques, et puis on espère, on aspire aussi à quelque chose de bien particulier. On, on, on attend un peu que des mots puissent s'aligner de façon nouvelle, de façon inédite, que quelque chose surgisse un peu de ce banal réel de l'intelligence qu'on a et des visions qu'on a. On souffre un peu d'être toujours dans cet espace-là avec ces éléments marquants qui ne changent jamais. On veut quelquefois un peu faire table rase et tout recommencer, tout reprendre. Ça ne marche pas. On est déjà, on appartient à des tas de corpus et c'est pas la peine de vouloir y échapper. On est construit et bien et on est d'une certaine façon et on restera comme ça. Mais ça n'empêche pas que dans cette quête des mots, on n'est pas l'espoir, le désir un peu de produire un peu quelque chose de moins conventionnel, de moins usuel. Là, voyage au bout de soi. Le soi qui, évidemment, euh, s'adresse au monde. Le soi n'est qu'une partie d'un ensemble plus grand. Le soi s'adresse à l'ensemble parce qu'il pense qu'il a quelque chose qui ressemble. Parce que l'ensemble ressent. Il y a une identité commune, il y a un ressenti commun, il y a une communauté. Pourquoi pourquoi chercher vraiment à faire surgir cette communauté à la faire apparaître plus concrète alors qu'elle existe déjà. Ce n'est pas la peine de dire qu'une chose qui existe, de dire qu'elle existe, elle existe de fait. Et elle est intégrée à notre vision de l'existence. Donc, quelque part, pourtant, ça apparaît nécessaire. Évidemment, il y a une méfiance vers tout ce qui peut apparaître comme un discours individuel. Parce que, évidemment, si on dit que c'est individuel, que c'est à soi, l'autre va s'empresser de quelque part de vous y renvoyer. Donc, quand on dit que ce que je dis n'est qu'une expression de ce qu'un autre peut dire, que toi-même tu peux dire, peut-être pas à ce moment, mais peut-être à un autre moment, peut-être. C'est d'abord les mêmes mots et la même utilisation, la même façon de les faire, de les convoquer, de les mettre un peu dans les dispositifs, j'allais dire lexicaux ou autres. C'est la même chose. Il y a une identité commune et je voyage au bout de soi. Quelque part, il y aurait comme une envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, cette mécanique de soi, comme on voudrait se plonger dans sa vie et en fait être un peu celui qui visite les moments importants pour essayer de voir, tiens, là il y a comme ces films qui voudraient un peu parler du voyage dans le temps, et ces visiteurs qui visiteraient les moments les plus importants
dans les siècles, évidemment, le moment où il s'est passé quelque chose de très grave, là c'était les catastrophes. Je ne sais pas si s'il y avait, bon, c'était un film, donc ça a choisi cet angle-là, mais ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être visiter le moment où une découverte majeure s'est faite. Pourquoi obligatoirement les catastrophes? Les catastrophistes, les voyeurs peut-être, mais on peut être une autre sorte de voyeur. Le moment, bien sûr, de débarquement de Christophe Colomb, je dirais que bon, c'est pas évident de parler de cet événement-là. Bien sûr, je n'ai jamais fêté, je ne fêterai jamais les anniversaires de débarquement, mais oui, c'est un moment important à visiter. Donc on pourrait dire, tiens, je visite un peu les moments importants de ma vie, de la vie d'un autre, pourquoi pas. Soyons curieux, et pour voir un peu comment les choses se sont mises en place. C'est pas la peine de vouloir un peu s'arracher la peau pour voir comment circule le sang. Ah, ou à les veines, c'est pas la peine. Et puis, bon, il faudrait accepter de souffrir pour cela. Tandis que visiter un peu le passé, ça n'a pas trop... c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'il y a des choses qui sont encore difficiles à visualiser. Il y a encore des moments qui comportent un risque. Il y a des traumas qu'on ne voudrait pas réveiller. Il y a des... En fait, la fuite en avant, elle continue. Il y a une sorte de fuite en avant par rapport à certains événements. Il faut essayer. Sûr, il y a le phénomène du refoulement, et ça ne marche pas toujours. Ça marche pour certaines choses, mais il y a des choses qui échappent un peu à cette opération de refoulement. On ne peut pas tout endiguer, il y a des fuites. Voilà comment donc j'ai quelque chose sur le feu, donc je vais bientôt arrêter de parler. Bah, ce sera un prétexte pour arrêter de parler. J'avais senti une odeur, alors comme il y a quelques jours, un repas que je préparais, c'est complètement carbonisé à cause d'une absence trop longue. Là, j'ai pas senti l'odeur du cramé. Là, j'ai senti une odeur de pas cramé, mais quelque chose qui m'incite à être vigilant. Donc il y a, pour les choses comme ça, on a un sentiment, un avertissement. Mais quelquefois, on ne fait pas attention à cet avertissement. Je ne parle pas des moments où on n'a pas d'avertissement. Mais là, on a un avertissement, on a un signal. Mais ce signal, malgré le fait qu'il soit prégnant, malgré qu'il insiste, ben, finalement, je vais regarder. Donc, j'intègre cet événement, se fait là dans le corps du récit. Et finalement, voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé, je suis parti. Je suis parti vérifier, j'ai trouvé que il y a une partie de l'eau qui s'est déjà évaporée.
Donc il restait, peut-être ça pouvait manquer d'eau. En tout cas, j'ai arrêté le feu, j'ai arrêté la cuisson. Je vais, je vais faire les choses quand j'aurai fini, quand je serai totalement en capacité de m'y consacrer. Voilà donc une illustration de quelque chose. On a eu une mauvaise expérience, bien sûr, elle est récente, donc elle est encore dans la mémoire, présente, dans la mémoire, j'allais dire proche. Mais donc, ce qui se passe, c'est que la fois d'après, on ne veut pas recommencer l'expérience. On n'est pas partisan de détruire ce que nous faisons. Je prépare à manger, c'est pour pouvoir le manger. Ce n'est pas pouvoir le regarder, non. Pour prendre une photo, pour illustrer. D'ailleurs, personne ne prend une photo des repas cramés. Pas dire, peut-être que certains pourraient se lancer, je ne sais pas, mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, et comme ça, une expérience, une première expérience. Et puis la fois d'après, totale vigilance. Si on avait agi comme ça pour notre vie, notre façon de mener notre vie, c'est à chaque fois qu'on avait une mauvaise expérience, si on avait agi en tant qu'être vigilant, on se serait épargné beaucoup de mésaventures. Pas seulement par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Il y a une naissance à plein de choses. Il y a un moment donné, on est à la douleur, on est à la culpabilité, on est comment dire, et au regret, on est à des choses comme ça. Je sais que je suis en train de naître au regret et peut-être même au désespoir. Je ne veux pas que ça recommence. Aujourd'hui, je vis quelque chose de très difficile. J'ai renoncé à quelque chose que je considérais comme importante. Mais je ne veux pas ce sentiment, mais pénible. Alors je ne veux pas que ça recommence. Et pourtant, je recommence. Je recommence et je recommence jusqu'à... Je sais que je recommencerai encore et encore. C'est là, le problème. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Peut-être qu'il y a cette histoire de mémoire. La mémoire est, comment dire, parce qu'il n'y a pas la présence de la chose. Les événements n'ont pas la même identité, ne se comportent pas pareil comme quelque chose qu'on met à cuire. Un événement peut, comme si la chose qu'on mettait à cuire, cuisait en même temps, elle vous révélait une surprise. Vous avez fait comme d'habitude, et puis cette fois-ci, ça va être le goût dominant, ça va être ça. Ça va être totalement immangeable, ou ça va être... On va avoir un goût qui change. Voilà l'événement. Et bien sûr, l'événement, dans sa globalité, c'est l'événement. Vous rencontrez quelqu'un, mais c'est quelqu'un, c'est un autre, et puis c'est limité un autre. Il y a pas... Et puis quand même, il y a un élément, il suffit d'un élément, il suffit de quelque chose, même de mineur, pour changer un peu la configuration des choses, de ce que vous allez vivre. Il y a toujours une part d'inconnu. Et d'inconnu, je veux dire, amer ou difficile à intégrer. Il y a une part de risque, il y a une part de danger. Mais ce danger, il change d'apparence, il change même de nature, il change, c'est pas le même danger. Imaginons que vous êtes avec quelqu'un qui apparemment n'est pas un danger pour vous. Mais en même temps, il a une façon de vous endormir.
il a une façon de vous laisser entrer en dormance, entrer en, comment dire, non pas en somnolence, mais une sorte de torpeur, voilà. Pourquoi vous vous contentez de ce que vous avez, ou de ce que vous avez fait? Vous pouvez continuer quand même d'avoir un espoir, mais vous n'irez pas très loin. Concrétisons l'exemple. Imaginons que dans le contexte social, dans le groupe social auquel vous appartenez, autour de vous, par exemple, vous pouvez très bien être dans quelque chose que vous louez. Cette chose-là présente un aspect intéressant. Voilà, situation, prix, etc. Quelqu'un pourrait très bien dire, c'est sympa, là où tu vis. Ah, j'aimerais bien vivre dans le même, un peu, j'aimerais bien me voir dans ton appartement. Pourtant, mon appartement, c'est quelque chose dont je voudrais me défaire pour avoir quelque chose de mieux. Et peut-être je voudrais même finalement avoir, non pas un appartement, mais une maison. Et peut-être même je voudrais avoir plus. Ou peut-être même je pourrais avoir envie de changer, de ne pas vivre dans quelque chose de fermé, entre des murs. Je voudrais peut-être. Mais la proposition que vous fait la personne de votre groupe social, plus ou moins, c'est de vous inciter à garder ce que vous avez. Et pas pourquoi tu es là où tu es, alors que tu pourrais. Il n'y a pas cette histoire-là. Bien sûr, je me suis saisi de l'exemple que j'ai. Je n'ai pas cherché très loin. C'est un exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai introduit l'élément de la caravane ou de la tente, peu importe, dans la chose la plus modeste. C'est parce que le rêve ultime n'est pas la possession, n'est pas matériel. Bien sûr, je dis cela parce que je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas d'enfant. Donc, quelque part, les choses sont faciles pour moi à dire. Je n'ai que moi à gérer. Donc, quoique aujourd'hui, les enfants, même quelqu'un qui, quelque part, les délaisse, peut très bien être pris en charge par la collectivité. C'est un peu comme avant, c'est voilà, quelqu'un qui devient défaillant peut être remplacé par la collectivité. Elle l'a fait, elle le fera. Encore et encore. C'est parce que finalement, les enfants n'appartiennent pas à la personne qui les met au monde, mais ils appartiennent aussi, et peut-être avant tout, à la collectivité. La chose qui est donc finalement, bien sûr, il faut arriver à ce que son désir corresponde à la chose la plus profonde qu'on ressent, à la chose à laquelle on aspire le plus. Bien sûr, comme cette histoire qui a été dite, évidemment, à propos du voyage dans le temps, c'est pour l'instant une hypothèse de travail, une simple hypothèse. Mais imaginons que pour revenir une seconde en arrière, tout ce qu'il faudrait comme énergie, comme dispositif technique, encore que la chose n'est peut-être même conceptuellement, elle n'est pas possible à imaginer. Parce que d'abord, il faut définir le temps, il faut vraiment avoir une vision, une définition claire de ce qu'est le temps.
physiquement. Donc on peut pas agir sur quelque chose. On peut peut-être agir sur la matière, mais sur le temps, c'est une autre chose, c'est une autre dimension. On peut fragmenter, on peut peut-être fragmenter la matière, on peut agir sur elle de plein de façons, mais pour ce qui est du temps, on peut pas agir, parce que peut-être l'idée même du temps n'est qu'une sorte n'est qu'une sorte d'arrangement, n'est qu'une illusion, n'est qu'une sorte de... Un peu comme l'idée qu'on se fait de plein de choses, un peu de ce qui doit être, etc. Une relation, un destin, une situation, une vie. Hein. Le temps, c'est un peu la même chose que l'idée qu'on se fait de plein de choses sans que cela corresponde à quelque chose je sais pas comment dire. En tout cas, voilà. Donc, pour y dire que la chose la plus précieuse, c'est de pouvoir revenir, non pas une seconde en arrière, mais revenir un peu à la base, revenir au moment le plus important. Seulement, le problème, c'est que même si on pouvait revenir au moment le plus primordial, au moment de la séparation, pendant lequel on aurait choisi un avenir plutôt qu'un autre, une destinée plutôt qu'une autre, on saurait peut-être, on y arriverait sans le savoir qu'on a accumulé, qu'on a accumulé jusqu'à maintenant. Peut-être que la condition serait qu'il faut y revenir, mais vierge de toute idée, de tout désir préexistant. Donc l'opération serait nulle, elle ne changerait rien. Je peux revenir dans le passé, mais je risque de refaire la même chose, ou un petit peu différemment. Mais dans ce qui est fondamental, ça ne changera rien. J'accorderai pas d'importance à une chose qui aurait dû l'être. Je dirai pas certaines choses que j'ai tues, etc., etc. Donc, le moment, comment dire à quelqu'un qu'on peut l'aimer de façon éperdue, de façon folle, de façon infinie, comment le lui dire? Comment le rendre vivant, pour qu'il puisse entendre cela. Mais à quel moment il faudrait lui dire cela? À quel est le bon moment pour que cela? Nous avons comme ça nos déclarations dont nous devons quelque part dont nous ne savons pas quoi faire. J'ai une déclaration d'amour, mais l'objet de mon amour n'est plus là. Alors je fais la déclaration à qui? À n'importe qui. Ouais, je prends quelqu'un qui ressemble au défunt et puis je lui fais la déclaration. Je pourrais, mais ça ne m'avancerait pas. Voilà une chose comme ça qui est toujours... donc, le propos a évolué un peu dans cette difficile et impossible établissement de bilan. Ça, non. Et puis, parler de soi vivant, mort, pas mort, moitié mort, etc. Je ne suis pas mort. Fondamentalement, je ne suis pas mort. Même si plein de facteurs pourraient y faire un peu croire. Je ne suis pas mort,
Parce que je peux agir. Agir peut-être de façon totalement totalement nulle, totalement sans valeur. Mais ce sera une action tout de même. Je peux aller dans un endroit totalement désert. Je ferai quelque chose, je sais pas. Je creuse un trou et puis j'enterre des pierres. J'enterre des pierres et puis je remets de la terre par-dessus et puis je m'en vais. Je marque pas l'endroit, rien du tout. Je suis comme celui qui enterre un trésor, sauf que là, il n'y a pas de trésor, mais surtout, il n'y a aucune marque. Si j'avais un trésor à disposition, je ferais pareil. J'aurais envie de faire pareil. J'enterrerais ce trésor-là et comment dire, je le rendrais impossible à retrouver. Donc, je dirais, voilà, j'ai pris quelque chose qui était dans un présent, dans une configuration, et puis je l'ai sorti, je l'ai extrait, cette configuration, pour lui imposer un autre destin. Ces pierres-là, elles ne vont pas y rester durant des millénaires, durant une éternité. Peut-être ça prendra justement quelques millénaires, mais au bout d'un moment, ça va, soit elles vont sortir de terre, de nouveau être au soleil, soit elles vont s'enfoncer, on ne sait rien. Bon, en tout cas, j'aurais changé quelque chose. Par cette idée, en pensant à la personne qu'on met sous terre. Les gens qu'on incinère, pour moi, c'est leur problème. Je n'en parle pas. Il n'existe pas. Donc, la personne, la dépouille, le corps, il ne peut plus bouger. On pourrait dire qu'il bouge, mais à une vitesse imperceptible. Quelque part, je ne sais pas, peut-être ça prendra des millions d'années, milliards d'années, peut-être, s'il reste dans son état. Et à un moment, l'endroit où il a été, quelque part, au bout d'un moment, il va être soit sous la mer, soit il va rejoindre un peu, par l'effet de mouvement tectonique, il va, quoique, on peut dire des choses comme ça. Le mouvement des plaques et tout ça. Mais en attendant, un corps reste là où il est, jusqu'à ce qu'on le déplace. Et d'un point de vue géologique, on le déplace très vite. Au bout de 100 ans, 150 ans, 200 maximum, on l'aura déplacé. Donc on aura rassemblé ce qui est encore là, et on mélangera l'ensemble avec d'autres restes. Et puis, donc, quelque part, j'ai des gens qui sont en cet instant, depuis un moment, qui se transforment, ils continuent de se transformer en un simple squelette. Et ça, c'est quelque chose qui distille, ou qui instille plutôt un désespoir absolu en moi. C'est la marque d'un désespoir. Ils sont arrêtés. Ils sont obligés d'être dans le non-mouvement, à tous les sens du terme. Bien sûr, quelques-unes de leurs particules voyagent déjà. Mais j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui.
Donc je reste dans le non-mouvement. Bien sûr, je peux me créer du mouvement, le faux mouvement. Une illusion, le mouvement. C'est mieux que rien. Je fais, je pense à ces pierres qu'on a peintes dans le désert. Bien sûr, on les a peintes d'une couleur assez visible, du bleu ou autre. Mais ce bleu-là, il ne dure que quelque temps. Ce bleu-là, au bout d'un moment, il faut le rafraîchir. Parce qu'autrement, oui, même cette activité-là, elle est destinée à disparaître, à s'effacer. Tout ce que je pourrais faire va s'effacer. Mais au moins, je ne sais pas, mais je suis très sensible à tous ces gens qui en marchant, ils trouvent un tas de pierres, puis rajoutent une pierre. Je trouve ça très intéressant, même si apparemment au bord de l'eau ça introduit des effets, mais cette accumulation de pierres, moi je trouve que c'est intéressant. Une pierre, puis une autre pierre, puis une autre pierre. Voilà, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais quelquefois il suffit une dernière pierre pour que tout l'ensemble s'écroule. Peut-être que ça s'écroule après le départ de celui qui a posé la dernière pierre, qui aura été responsable de l'écroulement. Ça va s'écrouler. On trouve déjà peut-être des tas. Je ne sais plus comment on appelle cet empilement de pierres. Donc on trouve déjà. Mais c'est pas parce que c'est écroulé qu'on renonce. En fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vient effacer un peu toute trace de cela pour que le mouvement cesse. Je suis passé par là, je le fais de façon anonyme. Je suis passé par là. Pour y avoir des gens qui font cela, cet empilement de pierres, pour des raisons, je ne sais pas, spirituelles ou, je ne sais pas, croyance en quelque chose. Mais là, les gens qui le font, et ils le font un peu attirés par le tas de pierres. Plus il y a de pierres, plus on a envie d'en rajouter. Plus il y a d'empilement, plus on a envie de les... Plus ils sont hauts, plus on a envie de les rehausser. Voilà, quelque part, une activité et quelque chose. Voilà la différence entre le vivant et le mort. On ne peut pas confondre. On ne peut pas confondre. Évidemment, tout discours sur la révolution, sur le changement, etc., ce discours-là, il cesse d'être effectif. Ma révolution, si j'avais encore Dieu pour... ouais, ma révolution, ma confrontation, c'est avec cet aspect des choses. L'effacement. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Même si cela se répète, il semble se répéter sans cesse, sans fin, on ne comprend pas. Je ne comprends pas. Et quelqu'un qui fondamentalement, je ne sais pas, plus il vit, a priori, on veut toujours croire cela, plus la personne vive, plus ça accumule des choses. Ça devient une sorte de référence. Sa disparition, je ne sais pas, elle devient, comment on dit, elle est investie d'une sorte, elle devient une mémoire, elle devient une référence, elle devient... Et puis surtout, on a, dans les meilleurs des cas, évidemment, on a une sorte d'implication moins impliquée dans les choses. Un rapport un peu distancié aux choses, ce qui fait qu'on est beaucoup moins, on est un peu,
je l'espère, c'est comme ça que je vois la vieillesse, on est un peu moins prêt à se lancer dans les anathèmes et dans les excommunications et dans les... Pourtant, un simple exemple, un exemple comme ça immédiat pourrait détruire tout ce que je viens de dire, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai réussi à tenir jusqu'à 1 heure. Donc malgré tout, je suis assez satisfait de mon truc, de ma parole, parce qu'elle est restée assez concentrée malgré tout. Quelquefois, le résultat de tant de paroles fait que on s'améliore un peu dans les paroles. C'est vrai que l'exercice est un peu particulier, un peu irrationnel. Comment quelqu'un normal a-t-il préféré s'adresser à une webcam plutôt que d'aller tenir des propos comme ça et les partager avec quelqu'un de vivant. Webcam, c'est pas vivant. Et pourtant, bon, c'est comme ça. Je pratique cette façon de faire pour, évidemment, je ne sais pas. Voyage au bout de soi, il est où le bout? Le bout, quelque part, il doit se trouver quelque part. Peut-être que le bout, il est tout proche, le bout du bout. Peut-être que je ne vais pas passer la nuit, le bout du bout. Pourtant, j'ai encore tant à accomplir et pourtant, je ne suis pas rentré dans la période d'urgence. Je laisse traîner. Voilà. Toujours, on connaît. On sait que la fin va arriver. On ne sait pas quand, et pourtant on agit comme si ça ne devait pas arriver. Ça arrivera quand ça arrivera, mais ça peut arriver très vite. Donc, voyage au bout de soi. Dans l'interrogation, à propos des choses qu'on pense, des choses qu'on dit, des choses qu'on laisse passer, les choses qu'on retient, les choses qu'on efface, les choses qu'on met en avant. Ça me fait penser à cette chose, à cette personne qui est devenue diplomate, que j'ai rencontrée. Moi j'avais peut-être 21 ans, 22 ans. Elle avait 17 ans et quelques. Et maintenant elle est devenue diplomate. J'imagine que si jamais je m'adresse à elle, peut-être demain elle est diplomate au Koweït, peut-être demain elle sera dans un pays, je ne sais pas, que demain au Maroc ou dans un pays plus important que le Koweït, plus déterminant. Elle va être investie de quelque chose d'important. Peut-être demain elle sera rappelée à une charge importante. Ouais, j'aimerais lui parler de cette histoire de l'état profond dont a parlé Macron. Et quelque part, cette personne, on peut pas, je ne pourrais pas lui parler normalement. Elle a investi d'une charge et qui lui impose un peu de se tenir sur un peu sur le qui-vive, de faire, d'être vigilante. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je ne sais plus. Il y a comme ça un destin, on peut comparer un destin et un autre. C'est marrant, cette idée d'être un diplomate ne m'a jamais fait rêver. Être un diplomate, c'est quelque chose. Pourquoi être un diplomate? Mais j'ai rencontré une personne qui allait être diplomate et pourtant,
Rien. C'est assez perplexant, à l'aise, sans voix, sans réponse. Pourquoi on est... Donc, on pourrait, voyage au bout de soi, on peut être dans une sorte d'opération comptable, voilà les bénéfices, voilà un peu les pertes, et les gains, les bénéfices. Et je ne sais pas si l'opération est judicieuse quand il s'agit de son propre bilan. Je ne sais pas si ça peut servir à quelque chose. Bien sûr qu'il y a un passif, comme dirait l'autre. Il y a un passif. En parlant de passif, je reste aussi dans le bilan et dans l'inventaire, politiquement parlant. L'autre qui dit vous avez un passif, vous avez un passé et vous avez même un passif. Dieu, j'imagine que la personne qui a inventé cette formule a dû être très satisfaite quand elle a été utilisée, évidemment, au bon moment. Soit c'est la personne qui l'a dite, qui l'avait inventé, soit c'est un de ses aides. En tout cas, la formule a été efficace, percutante et vraiment, est plutôt un passif. Ouais, j'ai un passif. J'assume pas, ça change rien. J'ai un passif. Après, comment le régler? Défaut de paiement, bien sûr. Cette personne ne peut rien rembourser, ne peut rien réparer. On ne peut pas réparer ce qui devient quelque part irréparable. On n'a pas les moyens, on n'a pas la capacité, on n'a pas le pouvoir. Je me pose la question pourquoi j'ai parlé de cette diplomate. Je ne sais plus quand je voulais l'intégrer. C'est vrai, quand on rencontre une personne à un moment de sa vie, on peut manquer de mots, on peut manquer de consistance, on peut manquer de tas de choses. Aujourd'hui, il peut avoir l'impression, ça peut n'être qu'une impression, d'avoir enfin quelque chose à dire, et pourtant, il est trop tard, ça arrive trop tard. Comment je pourrais m'adresser à une diplomate, en quoi je pourrais l'intéresser? Ouais, je pourrais toujours, c'est dans mes cordes, je dirais. Mais après tout, qu'est-ce que je vais y gagner dans cette histoire? C'est vrai que je vis dans la même ville, toujours, hein, et je passe par l'ancien habitat de cette personne, une chambre, une grande chambre. Et là, il y a devant cet habitat, un peu devant la porte, il y a un petit espace, et puis il y a un lion, il y a toujours ce lion qui est là, avec des soupirs, et le lion. C'est un lion en terre, une sorte d'objet, je veux dire, standardisé, que des gens achetaient pour décorer. Mais il n'y en a pas tant que ça, un lion comme ça. En fait, il est toujours là depuis une éternité. Le lieu n'a pas changé d'apparence. Elle a changé d'apparence. En tout cas, ses cheveux sont gris. Et voilà, elle n'est plus à Toulouse même, elle est ailleurs. Elle a voyagé au fur et à mesure de ses nominations. Et voilà, quelque part, on a envie. On n'a pas envie. Ça, on interroge un peu les choses. Dans cette dualité, on voudrait sortir de la dualité, sortir de la binarité.
un peu pas être toujours dans soit on accepte, soit on refuse. Non, un peu autre chose, un peu autre chose. Il doit y avoir autre chose ou plutôt c'est qu'une espérance. Ouais. Comme un peu ces histoires qui nous arrivent quand en dormant, quelquefois nous pouvons imaginer que nous parlons une langue étrangère. Comme ça, on a un peu l'expérience, chacun en fait l'expérience à un moment de sa vie. Il parle, et je parle une langue étrangère. Au réveil, on s'en rend compte que c'était faux. Je suis condamné à parler cette langue et une autre, les langues que j'ai. Je pourrais me mettre à parler anglais, mais je suis très limité en anglais. Espagnol, n'en parlons pas. Mais je ne trouvais pas mes aises non plus en anglais. Même si, parce que j'ai pas l'habitude. Et puis bon, de toutes les façons, ça y ressemble. L'anglais, le français, évidemment, ce sera l'anglais de mes limites à moi, limites de mes connaissances. Mais finalement, c'est un peu la même chose. Toujours un peu la façon qu'il y a des langues qui ont, au niveau des gens, qui ont un neutre. Il n'y a pas de neutre. Un peu obligé toujours de jouer avec les mêmes catégories sémantiques, avec les mêmes, avec la même présentation, la même vision du monde, la même organisation du monde, la même, comment dire, avec la même expression verbale, comment les choses se font, comment elles progressent et comment elles s'effondrent. Un propos, ça commence par une petite introduction, et puis ça ronfle, ça prend, et puis finalement ça décline, et puis ça disparaît pour laisser place à un autre propos, et ça sera pareil. Ça sera pas. Je ne vais pas voir le monde avec. Je ne vais pas avoir un nouveau sens, une nouvelle capacité qui me permet de voir le monde. Je ne vais pas accéder à un autre monde d'essence en parlant une autre langue. Je suis fixé dans ces langues-là, dans ces langues latines et germaniques et tout ça, mélangées. On n'y échappe pas. Après, même quand j'utilise l'arabe, c'est un peu la même chose. Hein. C'est toujours le bien et le mal, les mêmes catégories, la même division, la même séparation. C'est vrai on est là, une épreuve, bon, on considérant avec entre épreuve et épreuve, une preuve vivante de cette symétrie. C'est vrai que nous appelons la main, je ne sais pas si en italien on n'appelle pas dextre, dextre la main droite est sinistra, c'est bizarre, comment on appelle la gauche, sinistre. En tout cas, donc c'est possible, on a deux choses. C'est peut-être ça, cette symétrie, qui a orienté notre façon de penser le monde et de le visualiser. Je peux appeler ma main qui est sur le côté droit, ma main droite. Et je peux pas, il n'y a rien au milieu. Il n'y a pas un troisième. Il y a quelque chose de plus. Et tel que je suis organisé, il y a deux côtés. Ces deux côtés participent de l'unité que je suis. Une unité divisée, mais qui, pour fonctionner en tant qu'unité, ne peut pas accepter d'être diminuée. C'est vrai qu'il y a des éléments en double, mais ce double n'est en fait que la réflexion de l'unique. On ne peut pas.
Après, pour comprendre un peu comment on peut se tromper, ou utiliser le mot preuve, utiliser preuve, ça, c'est une autre affaire que je pourrais traiter un peu sur la thématique des mots. C'est une erreur, j'allais dire une erreur courante. C'est comme ça. Après, le rapport au mot lui-même, est-ce que c'est un rapport totalement, totalement assuré, ou est-ce un rapport précaire? La maîtrise des mots, peut-être c'est une maîtrise passagère. La preuve, c'est il y a énormément de mots que j'ai perdus. Bon, évidemment, je ne suis pas en train de pleurer parce que je n'ai plus accès à un mot ou à un concept. Je peux bien vivre sans, sans me sentir diminué pour autant. Voilà, donc j'ai fini cette prise de parole sous la thématique du voyage au bout de soi. Et au bout de soi, il y a peut-être rien. Le rien, c'est pas facile. J'imagine ces gens qui ont disparu et dont les affaires ont été jetées dehors, devant ma fenêtre. J'imagine ces gens, certains ont peut-être été incinérés, d'autres inhumés. En tout cas, personne de leur connaissance n'a recueilli quoi que ce soit qui leur appartenait. J'imagine qu'il y a des affaires qui leur appartenaient, qui continuent peut-être d'être utilisées, ou peut-être pas. En tout cas, la plupart de leurs affaires ont été détruites ou, je ne sais pas, incinérées ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui reste un peu de l'individu quand il ne reste plus rien? Qu'est-ce qui survit à la disparition de l'individu? Toujours cette image des affaires de mon grand-père qui étaient rangées, jamais réutilisées, rangées. Et de cette nonchalance, la légèreté avec laquelle nous les touchions, nous les approchions. Bien sûr, il y avait un produit qui était là, sous forme de billes, je ne sais plus comment on les appelle, qui était destiné à chasser ou à empêcher les mythes de venir les détruire. Peut-être que les mythes ont fini justement par en venir à bout. Mais il y avait là des choses qui étaient de valeur, des vêtements qui étaient de valeur, qui n'étaient portés qu'à des moments particuliers. C'est des vêtements presque d'apparat. Et ces vêtements-là ont fini dans une malle, n'ont jamais été réutilisés. Il reste quoi? Et âge au bout de soi pour un peu afficher une sorte de... non pas de désinvolture, je sais pas, qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois me comporter? Comment je dois agir? Comment je dois... comme celui, dans ce film, dans cette série, un film de cette série des Avengers, qui, un coup, un comédien affiche un masque. S'il choisit le masque de la gaieté, c'est bon. S'il choisit le masque de la tristesse, s'il choisit le masque de la colère, quel masque dois-je... Voilà, donc c'est selon les masques qu'il affiche, on doit deviner un peu son humeur et les actions qui vont en découler. Parce que il a perdu son visage, donc quelque part il utilise des subterfuges. Là, quelle image dois-je afficher? Ah ouais, celui qui
qui est désolé ou qui est plutôt qui espère encore un peu, même de façon presque invisible. Quel est l'amour que je dois afficher? Ouais, quelque part.